écoutez, bonjour, bonjour au public et puis aussi au public audiovisuel en quelque sorte, puisqu'on a une formule qui est mixte. Donc on a aujourd'hui, pour ce midi jusqu'à 13 heures, on débordera peut-être un petit peu, la thématique de la jeunesse. Alors elle aurait certainement mérité plusieurs sessions, mais là donc on va en avoir une assez compacte dans une situation où depuis 2 ans, on a eu une forme de condensé de ce que peuvent être les représentations par la société de la jeunesse. Alors, tantôt, on l'a présenté comme victime de la Covid et qu'il fallait absolument s'occuper de la jeunesse. Tantôt, on l'a présenté, ça a été au printemps dernier, comme en partie responsable. Voilà, c'est parce que ces jeunes se remettent à faire la fête qu'il y a une reprise épidémique. Il faut absolument les vacciner. Et puis, on revient sur un discours d'une jeunesse responsable. Et puis, on réinstrumentalise désormais la jeunesse pour dire il faut par exemple faire une réforme des retraites pour éviter un fardeau en termes de dette de notre jeunesse. Donc ces grandes fluctuations se font alors même qu'on interroge peu à la fois ce qui peut être la situation réelle de la jeunesse, et qu'est-ce que c'est même la jeunesse aujourd'hui, et puis quels peuvent être les engagements, les attentes, les aspirations des jeunes. Donc vous voyez à nouveau beaucoup de sujets et on va essayer de les traiter aujourd'hui, non pas de les survoler, mais d'ouvrir un certain nombre de questions avec 4 participantes et participants, dont 2 à distance. On débutera avec Susana Puerto, qui est économiste au Bureau international du travail, donc à Genève, mais qui n'a pas pu se déplacer, il n'a toujours pas le droit de se déplacer physiquement, et qui va nous faire un portrait global de la situation des jeunes à travers le monde autour de la question de l'emploi, de l'accès à l'emploi. Et puis on va revenir plus spécifiquement en France, où on va ouvrir progressivement de la thématique de l'emploi à des questions plus générales et notamment d'engagement des jeunes, avec Patricia Loncle qui est coéditrice avec Tom Chevalier. Donc Patricia Loncle qui sera également à distance coéditrice d'un ouvrage récemment publié au PUF, Jeunesse sacrifiée avec un point d'interrogation. Puis on aura François Serfati qui est notamment chercheur au Centre d'études de l'emploi et du travail du CNAM, avant de donner la parole donc à Camille qui est membre de Youth for Climate France. Voilà, donc sans plus tarder, même s'il y a des classes qui sont en train d'arriver, je propose à Susana, qui a aussi un diaporama à présenter, de prendre la parole. Donc on va, les uns après les autres, les 4 intervenants vont s'exprimer, puis il y aura un micro-débat entre eux, et puis on laissera à la salle, ainsi que je recevrai des questions via Twitter, WhatsApp. On essaiera de gérer ça pour avoir un temps de débat à la fin de cette session. Voilà, donc Susana, c'est à vous. Merci beaucoup et bonjour à tous. C'est un plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. Merci à professeur Askenazi pour l'invitation. Et permettez-moi de commencer avec un résumé de l'impact de la pandémie sur les jeunes. Et Covid a mis un frein au progrès des dernières années, en particulier chez les jeunes. Les jeunes sont toujours fortement impactés par les récessions économiques. Cette fois-ci, c'était pire en termes de taille et de rapidité de l'impact économique négatif et également en termes de mesures dans lesquelles les jeunes sont touchés de manière disproportionnée. Et la prochaine slide, s'il vous plaît. En se basant sur les données nationales dont nous disposons, nous estimons une baisse de l'emploi des jeunes mondial de 8,7%
en 2020 contre 3,7% chez les adultes. Les jeunes femmes ont subi des pertes d'emploi plus importantes, spécialement dans les pays à revenus intermédiaires et en particulier en Amérique latine. Donc, où sont les pertes d'emploi? Il s'avère que la plupart d'entre eux se sont traduits par de l'inactivité. Et vous savez ce que cela signifie. C'est une image de découragement et de détachement du marché du travail. Il s'agit de jeunes qui perdent confiance en leur capacité de réussir sur le marché du travail. Et en conséquence, nous avons assisté à une augmentation considérable du nombre de jeunes sans emploi, sans études et sans formation, ce que nous appelons les NEET. Et malheureusement, la dimension de genre est encore une fois terrible. La prochaine slide, s'il vous plaît. Les impacts de la pandémie sur l'éducation ont également été largement étudiés. La qualité de l'éducation a diminué et les effets de la distanciation sociale et de l'isolement ont été néfastes. Au final, les pertes d'emploi et d'éducation ont fini par affecter le bien-être mental des jeunes. Nos premières analyses mondiales d'avril et mai de 2020 ont montré qu'un jeune sur 6 était probablement affecté par l'anxiété et la dépression, avec les effets négatifs les plus importants sur les jeunes femmes et les jeunes plus jeunes. Les jeunes travailleurs qui ont perdu leur emploi sont presque 2 fois plus susceptibles d'anxiété ou de dépression probable que ceux qui continuent de travailler. Comme vous le voyez sur la graphique, notre enquête a utilisé l'échelle de bien-être mental de Warwick-Edinburgh et 3 domaines en particulier sont en évidence. Les jeunes entre 18 et 29 ans déclarent de manière disproportionnée qu'ils ne se sentent jamais ou rarement détendus, optimistes ou proches des autres. Ces résultats sont possiblement la conséquence des fermetures généralisées d'écoles l'année passée et d'entreprises qui ont affecté les jeunes. Ceci est particulièrement critique pour notre conversation d'aujourd'hui car il met l'accent sur les besoins d'investissement mondiaux pour les jeunes. La prochaine slide, s'il vous plaît. Permettez-moi ensuite de conclure avec un appel concret à renforcer non seulement la transition entre l'école et le monde du travail, mais globalement la transition des jeunes vers des emplois décents. Je m'appuierai sur 3 points de référence. Tout d'abord, notre objectif. Notre objectif principal est un travail décent. Notre vision est que chaque jeune ait accès à un travail décent. C'est donc là qu'intervient la demande du marché du travail. Nous avons besoin de politiques macroéconomiques et sectorielles axées sur l'emploi qui non seulement offriront l'espace budgétaire, mais créeront également de nouvelles opportunités du travail décent. Je tiens à souligner que nous ne pouvons pas réaliser notre vision s'il n'y a pas de création d'emplois, s'il n'y a pas de demande de travail capable d'absorber le nombre important de jeunes demandeurs d'emploi. Et tout aussi important, une économie dynamique capable d'attirer les inactifs. Deuxièmement, la trajectoire. Cela peut varier selon les pays et les groupes de jeunes, mais dans l'ensemble, cela souligne l'importance de former les jeunes et de développer les compétences qui sont demandées. Cela nécessite l'implication des partenaires sociaux et des jeunes eux-mêmes dans la conception des politiques et des programmes.
Cela exige une attention aux compétences de base et aux compétences techniques à travers des programmes spécifiques pour les jeunes de développement des compétences et d'apprentissage technique de qualité. Mais cela demande aussi d'autres types d'interventions, de l'aide à l'embauche, à l'accompagnement des jeunes entrepreneurs. Troisième et dernière, l'inclusion. Nous avons un engagement commun à ne laisser personne de côté. Et ici, les services d'emploi sont essentiels pour s'assurer que les jeunes issus des milieux défavorisés sont soutenus avec un accompagnement, un coaching et des conseils sur les différentes voies à suivre. Il est donc essentiel de moderniser les services publics d'emploi et de renforcer leur efficacité. Et pendant que nous renforçons l'inclusion, intégrons les droits et les voix des jeunes tout en soutenant leur transition vers un meilleur avenir professionnel. Et ici, permettez-moi de faire un parenthèse. Je suis certaine que vous avez tout déjà entendu l'argument selon lequel tout travail vaut mieux que pas de travail. Mais je suis également certaine que vous savez qu'un travail mal payé, dangereux, sans bénéfice, peut trop facilement devenir un piège pour les jeunes dont les jeunes ne sortent plus. Il existe de nombreuses preuves que l'amélioration des conditions de travail peut aller de pair avec une augmentation de la productivité. Comme il est indiqué dans l'agenda 2030 de développement durable de l'ONU, les droits sont un moyen par une femme et une femme en soi. Et pourquoi est si important pour les jeunes? Les jeunes sont souvent les dernières à être embauchées et les premières à être licenciées. Cette position relativement vulnérable sur le marché du travail rend d'autant plus important la protection de leurs droits. Et cela s'unit à quel point il est crucial que les jeunes soient conscients de leurs droits à un travail et ceux liés aux conditions du travail. Merci beaucoup pour votre attention. Ah. Donc, merci Susanna pour cette introduction globale, et on voit immédiatement les enjeux, et que les enjeux ne sont pas spécifiques à la France, mais on va quand même se tourner vers la France, enfin, de redébattre plus largement. Et donc, passe la parole cette fois-ci à Patricia Loncle, qui est également à distance. Non, elle n'est plus? Ah, bon, elle va revenir ou bon. Alors donc on va, excusez-moi, c'est un petit peu le direct. Peut-être François Sarfati, qui est sur des thèmes, on va dire, complémentaires, peut désormais intervenir. Oui, merci beaucoup. Le portrait qui a été fait de l'état de la jeunesse à l'échelle internationale et des questions d'emploi et d'articulation avec la crise me semble être tout à fait intéressant. Tout à fait intéressant d'abord parce que ça montre bien que cette crise Covid en particulier a été une crise dans laquelle, on ne l'a pas assez dit je crois, la jeunesse, une large partie de la jeunesse, a accepté d'être mise entre parenthèses, a accepté de rester chez elle, a accepté d'étudier à distance, a accepté de passer des examens à distance, au fond, alors que cette même part de la société était vraisemblablement moins impactée par les effets négatifs de la Covid. On ne l'a pas assez dit, mais d'une certaine manière, la jeunesse a accepté de rester chez elle, d'amputer ses conditions d'études au profit de celles et ceux qui avaient le plus grand risque vis-à-vis de cette maladie, qui étaient les gens passés 60 ans. C'est intéressant parce que, d'une certaine manière, cette génération a accepté donc, en fait, de mettre de côté des choses qui sont absolument précieuses. Toutes les enquêtes sociologiques montrent très bien que les relations sociales sont bien plus denses
bien plus nombreuses au début de la vie et à l'âge de la jeunesse plutôt qu'à la fin de la vie. Autrement dit, cette jeunesse a notamment fait un sacrifice plus important à court terme, puisque comme on a plus de relations jeunes en restant confiné, en restant chez soi, on a plus perdu dans cette crise Covid. Et puis, en fait, on est dans un moment extrêmement important où on est en train de réfléchir à et qu'est-ce que cette jeunesse va perdre à moyen et long terme. Et le basculement dans une crise post-Covid interroge sur des questions évidemment d'économie, de travail, d'emploi, et en particulier, comme Susanna le rappelait, les jeunes sont les premiers touchés par les creux des cycles économiques. Et donc, cette question de l'emploi, elle est, à mon avis, tout à fait intéressante et tout à fait importante. Sur le discours sur l'investissement dans la formation, il paraît évidemment important à soutenir. Toutes les enquêtes internationales montrent très bien que l'accès à l'éducation a des effets d'abord sur la possibilité d'accéder à l'emploi, mais aussi à d'autres effets de développement économique à moyen terme. Cela dit, si on se recentre un peu sur le cas français, j'aimerais aussi dire qu'au fond, depuis une vingtaine d'années, depuis une trentaine d'années, on a enchaîné les mesures sur l'emploi des jeunes, qu'il s'agisse des mesures sur la formation des jeunes ou des mesures sur la mise en emploi des jeunes. On a eu tout un tas de dispositifs qui se sont succédés les uns aux autres. Et de fait, si parfois ces dispositifs ont des effets extrêmement positifs individuellement, il me semble qu'il y a un élément qui est aujourd'hui extrêmement prégnant et extrêmement important à rappeler, c'est que face à une crainte qu'on pouvait avoir, qui était énoncée dans le débat public il y a 20 ans sur la perte de la valeur travail, sur le fait que les jeunes ne voudraient plus travailler, sur le fait qu'il y aurait soi-disant des générations, on a parlé de la génération Y, puis après de la génération Z, qui seraient moins intéressés par le travail, qui seraient moins prêts à accepter un certain nombre de choses. Au fond, 20 ans de dispositifs d'action publique en faveur de l'emploi, 20 ans de dispositifs de professionnalisation de l'enseignement. C'est le cas avec l'introduction des stages dès la 3e, c'est le cas avec un certain nombre d'opérations qui visent à se préfigurer ce que pourrait être un emploi quand on est lycéen. C'est le cas avec le développement massif des stages dans l'enseignement supérieur, c'est le cas avec le développement de l'apprentissage dans l'enseignement supérieur. Au fond, on a assisté, à force d'un profond matraquage, on a assisté à, je crois, tout au long du cycle, de la 3e, on pourrait aller jusqu'à la 5e année d'études après le baccalauréat, on a assisté en fait à une érosion des contenus non directement utiles pour accéder à un emploi. Et il me semble que c'est assez préoccupant parce que, au fond, ces dispositifs ont eu tendance à dire aux jeunes « préparez-vous à accéder à l'emploi », c'est-à-dire préparez-vous à accéder à un emploi dans des conditions dégradées, et on a dans le même temps multiplié le nombre de statuts, de dispositifs, d'emplois dégradés, d'emplois, diraient les économistes, de mauvaise qualité. L'arrivée de l'auto-entrepreneuriat, qui a été beaucoup utilisé par les jeunes, et on a des débats autour des livreurs à vélo qui sont assez récurrents. L'arrivée de ce type de contrats sont intéressants parce que, au fond, c'est des contrats qui sont d'une précarité absolue, qui offrent très peu de protection sociale. Et on a dit, en fait, la société a dit dans son entièreté, d'une certaine manière, allons-y, continuons à aller dans ce sens-là et demandons aux jeunes d'accepter des conditions de travail et d'emploi de plus en plus dégradées. Si je devais avoir une formule là-dessus, en 1995, les jeunesses sont massivement descendues dans la rue pour lutter contre le CIP. Le CIP, c'était un contrat de travail proposé par Édouard Balladur, un contrat de travail qui proposait un SMIC jeune, disaient les manifestants, au sens où on proposait un montant du SMIC de 80% du montant du SMIC ordinaire, avec l'idée derrière, c'était que comme les jeunes avaient du mal à accéder à l'emploi, comme les patrons avaient du mal à faire confiance aux jeunes, on allait mettre un signal prix
on allait baisser le coût du travail sur les jeunes pour inciter les employeurs à embaucher des jeunes. Il y a eu des vagues massives de mobilisation de jeunes qui ont fait renoncer Édouard Balladur et Jacques Chirac à leur époque à promulguer la loi sur le CIP. Au fond, on peut dire 25 ans plus tard qu'Édouard Balladur a gagné, ou en tout cas le rêve d'Édouard Balladur de voir les tarifs revus à la baisse pour les jeunes, au fond, même pas ils en avaient rêvé à ce point-là. Aujourd'hui, on embauche les jeunes en stage, sans rémunération, en service civique, sans cotisation sociale, en apprentissage, dans des systèmes dégradés. Et au fond, on laisse une place extrêmement importante à la question des inégalités sociales. D'une certaine manière, pour les jeunes les plus en difficulté, le choix d'accepter ces emplois dégradés n'est pas un choix, puisqu'il n'y a pas d'alternative. Et pour les autres, la possibilité de consacrer sa jeunesse à d'autres choses que cet emploi à tout prix, emploi dégradé, me semble encore possible. Autrement dit, on parlera tout à l'heure avec Camille notamment des questions d'engagement et d'engagement de la jeunesse. Il me semble que s'il y a un point sur lequel j'aimerais insister, c'est de mettre en évidence, et on l'a très bien vu dans une enquête qu'on termine avec ma collègue Camille Dupuis, on voit comment la société construit un gouvernement par l'emploi, où on pilote la jeunesse par la promesse d'un emploi, et par la promesse d'un emploi qui demain sera peut-être un peu meilleur. C'est ce qu'on fait pour la grande majeure partie des étudiants et la grande majeure partie des jeunes. Et de l'autre côté, celles et ceux qui sont les plus dotés ont la possibilité, malgré tout, de s'engager dans d'autres dimensions, de s'engager à des fins politiques, de s'engager à des fins liées à leurs valeurs, à leurs convictions. Et de fait, on assiste de plus en plus à des formes de clivage entre celles et ceux qui peuvent se concentrer sur la construction de leur avenir, la défense d'un avenir peut-être moins pire, et puis celles et ceux, à titre individuel, et celles et ceux à qui on laisse l'opportunité encore de pouvoir se consacrer au bien commun, à la vie de la cité et à des engagements. Et je pense que c'est des éléments importants parce que ça permet de relier la question de l'emploi, qui est une question lancinante, qui est une question massive, à des questions autres, mais qui sont aussi évidemment structurantes de la vie sociale. Merci beaucoup. Merci François. Donc, vos propos renvoient à la fois à ce que peut développer Patricia et évidemment Camille. Puisqu'on a Patricia techniquement en ligne, on va en profiter. Je vous passe directement la parole. Merci beaucoup. Je suis désolée pour... je ne sais pas ce qui s'est passé. Ce que je vais vous présenter, c'est un petit peu l'argument qu'on a posé dans ce livre qu'on a intitulé « Une jeunesse sacrifiée, point d'interrogation », qu'on a co-dirigé avec Tom Chevalier. Mais d'une certaine manière, il fait écho parfaitement à ce que vient de dire François dans sa présentation. Donc, en fait, dans ce livre, on a voulu mettre en évidence finalement 3 dimensions. La première dimension, c'est la question des inégalités sociales, je vais y revenir. La deuxième, c'est la question de l'accès aux politiques sociales, la façon dont les politiques sociales traitent les jeunes. Et la troisième dimension, c'est la question des réactions des jeunes à ces inégalités sociales, en termes notamment d'engagement et de participation. Donc dans ce livre, on a 2 chapitres qui ont été produits par Camille Penny et Nicolas Charles sur les inégalités sociales qui touchent les jeunes, qu'il s'agisse d'inégalités inter- ou intragénérationnelles. Donc, ce qu'on a voulu montrer dans le livre, et c'est ce que vient d'évoquer François Sarfati, c'est la dégradation des conditions de vie des nouvelles générations qui s'accroît progressivement au cours des dernières décennies et qui donne lieu à ce qu'on a appelé le déclassement générationnel.
Donc, je ne vais pas m'étendre parce que François vous en a déjà parlé, mais on rappelle que le taux de chômage des jeunes est 2 fois plus élevé que le reste de la population et surtout, ce qui a déjà été souligné, que la qualité des emplois des jeunes s'est progressivement détériorée au cours des dernières décennies, ce qui fait dire à Camille Penny que le marché du travail se précarise par les jeunes. Parallèlement à ça, parallèlement à la question de l'emploi, Nicolas Charles, toujours en s'intéressant à ces inégalités entre les générations, montre dans son chapitre que l'on a affaire à une massification scolaire sans précédent, puisque les jeunes Français n'ont jamais été aussi diplômés que maintenant, et que cela accroît en fait un décalage entre des jeunes de mieux en mieux formés d'un côté et une raréfaction de l'emploi de qualité de l'autre, ce qui crée une concurrence féroce pour pouvoir s'insérer et s'insérer correctement, décemment, pour reprendre l'expression de Madame Puerto, sur le marché du travail. Ces situations, elles ont bien sûr un prolongement du point de vue du bien-être des jeunes, du bien-être matériel d'abord, puisque les jeunes sont la tranche d'âge la plus touchée, la plus exposée à la pauvreté matérielle, mais aussi un bien-être subjectif, puisque comme on l'a vu tout à l'heure, s'agissant de la crise du Covid, les jeunes affichent un niveau de stress élevé, conjugué à un sentiment de ne pas pouvoir faire ses preuves. Une fois qu'on a posé ça, on a également voulu attirer l'attention sur les inégalités intragénérationnelles qui perdurent dans la société, et François vient de le souligner. Tout d'abord en rappelant que seulement la moitié des jeunes sont des jeunes étudiants et que l'autre moitié sont des jeunes qui sont soit en emploi, soit en formation, soit ne requièrent pas l'aide publique. Donc, concernant ces inégalités intragénérationnelles, ce qui a été pointé par les auteurs, c'est que on est face à un clivage très fort qui est lié au niveau de diplôme. C'est vraiment un clivage très structurant puisque on sait que seulement 21% des jeunes diplômés vont accéder à la fin de leur formation obligatoire à un emploi de manière rapide et immédiate, contre 81% des diplômés d'une école de commerce ou d'une école d'ingénieur. Et au-delà de ça, au sein même de l'enseignement supérieur, on voit qu'on assiste à des différenciations extrêmement fortes entre les types d'établissements d'enseignement, les universités versus les grandes écoles, et entre les types de filières, les sciences dures versus les sciences humaines, par exemple. Or, en France, de nombreuses enquêtes ont montré que l'origine sociale déterminait grandement les performances scolaires et donc le type d'études poursuivies. Alors ça, c'était un peu le premier argument du livre. Le deuxième, c'était de mettre l'accent sur les lacunes des politiques sociales. Tom Chevalier, dans ses travaux antérieurs, a beaucoup montré le rôle que pouvaient jouer les politiques sociales en matière de lutte contre les inégalités, mais il a montré aussi que la familialisation des politiques sociales françaises fait que finalement, on assiste à l'émergence d'un angle mort en matière d'accès aux droits sociaux quand on considère la situation des jeunes. Léa Lima et Benjamin Vial, dans leur chapitre, pointent le fait que les jeunes manquent beaucoup d'informations sur leurs droits sociaux et qu'ils ont de nombreuses difficultés pour développer des démarches d'insertion, des démarches administratives, pardon. Et ça explique que finalement, chez les jeunes, on trouve un très fort taux de non-recours à l'aide publique. Cela étant dit, ce qu'on peut se dire, c'est que ce phénomène de non-recours des jeunes à l'aide publique, c'est finalement un phénomène assez systémique. En effet, les jeunes sont exclus depuis plusieurs décennies de l'accès à un certain nombre d'aides publiques parce que plane sur eux une suspicion d'assistanat finalement potentiel. Et ce qu'on remarque, c'est que l'accès aux droits sociaux leur est partiellement refusé. Donc, on a évidemment l'accès, par exemple, au RSA qui est maintenu à 25 ans pour l'instant, pour valoriser au contraire leur insertion professionnelle, alors même que le marché du travail est dégradé, et notamment pour les jeunes peu ou pas qualifiés.
Donc, ce deuxième argument, c'est de montrer que les politiques sociales qui seraient là pour protéger les jeunes, finalement, présentent toute une série de lacunes qui fait que les jeunes ont tendance à pas ou peu recourir à l'aide sociale qui leur est proposée. C'était notre deuxième argument. Enfin, le troisième argument, c'était de se dire que certes, on peut poser le fait que la jeunesse apparaisse comme assez malmenée dans la société française, mais que pour autant, on ne doit pas développer une vision misérabiliste de cette population. Ce ne sont pas seulement des victimes silencieuses. Ils développent des réactions politiques nombreuses, plurielles. Ça fait l'objet de 2 chapitres dans notre ouvrage, un qui a été rédigé par Cécile Van de Velde et Sarah Picard, qui montre que face à la succession de crises politiques, sociales, sanitaires, les jeunes vont développer différents types de participation. Alors certes, ils ont tendance à s'abstenir de manière croissante des différents temps d'élection, mais ils vont prendre d'autres chemins, des chemins de traverse, et exprimer leurs opinions politiques au quotidien, dans leur manière de vivre, dans leur manière de s'alimenter. Et forte de ça, les auteurs ont dressé 3 figures de la jeunesse pour montrer comment réagissent les jeunes, comment est-ce qu'ils s'expriment vis-à-vis des inégalités sociales. Donc la première figure, c'est une figure qui renvoie à des discours anti-système, tels qu'on a pu les voir à travers le mouvement des Gilets jaunes, par exemple. La deuxième figure illustre la façon dont les jeunes, dont certains jeunes vont se replier et s'abstenir volontairement de l'arène politique, tout en développant une vision de la politique qui se niche dans la vie de tous les jours, dans le quotidien. Une politique par le style de vie, disent les auteurs. Et enfin, une troisième forme d'implication qui débouche sur de la radicalisation militante, notamment dans le champ de l'écologie. Alors peut-être que Camille reviendra largement là-dessus tout à l'heure. Une fois qu'on a dit ça, on voulait également montrer, c'est un chapitre qu'on a écrit Tom Chevalier et moi, que les réactions des jeunes pouvaient également s'ancrer dans des formes assez institutionnalisées finalement. Et on a pris l'exemple de la coopérative Coop Eskem, qui a été montée par un certain nombre de jeunes et qui se donne pour objectif à la fois de réduire les inégalités sociales qui touchent les jeunes et d'influer sur le contenu des politiques locales de jeunesse et sociale. Cette coopérative, elle est intéressante parce que c'est une forme de participation en parallèle, mais également en articulation avec les pouvoirs publics locaux, qui produit à la fois des modèles de vie alternatifs, mais aussi une participation via une activité rémunérée, porteuse de sens pour les jeunes qui l'ont mise en place. Et donc voilà, c'était un exemple de réaction pas totalement contre les pouvoirs publics locaux. Donc voilà. En conclusion, c'était un petit peu ce que nous voulions mettre en évidence dans cet ouvrage, de se dire que certes, on peut sans doute considérer que la jeunesse est sacrifiée dans notre société, mais pas seulement, qu'elle est également porteuse de nombreuses actions qui visent à se saisir de cette question des inégalités sociales de manière directe. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Patricia. Donc on voit déjà un portrait en quelque sorte de la jeunesse coincée d'un côté entre des exigences d'être entrepreneur de soi-même, donc renvoyé à une dynamique très individualiste et une volonté d'engagement, ce qui effectivement fait la transition avec Camille, qui nous a fait le plaisir donc, de venir, je ne sais pas s'il faut dire représenter Yofor. Pas vraiment. Mais... allez-y. Déjà, j'aimerais souligner que je ne représente personne aujourd'hui. Je suis membre du SOR Climate, un point c'est tout. Voilà, donc voilà. Et je ne suis pas non plus représentatif de la jeunesse en tant que telle, parce que moi je pense que je fais partie d'une partie privilégiée de la jeunesse qui a le temps de s'engager en politique.
et qui n'a pas eu, par exemple, pendant le Covid, des galères de logement, des galères d'alimentation, j'ai pas eu à faire les queues alimentaires, j'ai pas eu j'ai pas eu à travailler, donc je pense que je suis absolument pas représentatif. Par contre, là où j'ai quelque chose à apporter pour le débat, c'est que bah voilà, je m'engage pour l'écologie et voilà. C'était pour le point introductif, mais je ne sais pas par où commencer exactement, sur quel point, sur l'abstention, sur le travail. Là où je... L'écologie, et puis aller sur les questions intégration des jeunes. Bah, déjà sur l'écologie, je pense on est méprisé, pas écouté. Ça fait bien 3 ans qu'on s'organise maintenant. On a commencé par les grèves pour le climat en 2019, mais on voit bien que bah, les politiques ne nous ont absolument pas écoutés. Voilà, Macron continue sa ligne. Bon, bien sûr, il a intégré un certain discours écologique dans ses mesures, mais il n'est pas suffisant. Il a réuni les citoyens pendant 1 an qui ont proposé 146 mesures, il en a retenu que 10%. Donc là, ça montre aussi le mépris, parce qu'il faut savoir que dans ces 150 citoyens qui ont proposé 146 mesures, il y avait des jeunes aussi. Donc ça prouve encore une fois que les jeunes ne sont absolument pas écoutés. Concernant le Covid, il y a 3 points que j'aimerais évoquer. C'est que on n'a pas vraiment été récompensé de nos efforts, entre guillemets, parce que d'une part, il n'y a pas eu un approfondissement, une amélioration de nos conditions matérielles au jour le jour. Il y a eu une baisse des APL, par exemple, une baisse des ARPE sous le quinquennat Macron. Ensuite, je l'ai déjà dit, on n'est absolument pas écouté. Et 3e point, on est aussi beaucoup réprimé dans la vie de tous les jours quand on s'engage sur le terrain. Je peux faire point sur les tuffers, parce que ça n'a pas forcément un rapport direct. Donc ceux qui font des grosses fêtes pendant l'été, ça n'a pas forcément un lien direct avec l'écologie. Sauf que nous, on a tendance, activistes écolos, à se rapprocher justement de d'autres mouvements sociaux, dont justement ceux qui ont eu tendance à faire les fêtes, parce que pendant cet été 2021, parce qu'on considère qu'il y a une forme d'expression politique à travers le fait de faire des fêtes. Et on l'a bien vu, c'est-à-dire qu'à Nantes, en juin, il y a eu la gendarme, il y a eu le GIGN qui sont intervenus pour taper, pour matraquer sur des jeunes, principalement, qui ne faisaient que danser. Peut-être qu'ils n'avaient pas déclaré qu'ils faisaient une fête avec des milliers de personnes, donc qui étaient un peu contre les mesures pour lutter contre le Covid. Mais bon, il faut bien noter qu'on a envoyé des centaines de gendarmes et même des membres du GN nous taper dessus, nous envoyer des bombes lacrymogènes. Ils ont empêché les secours d'intervenir, alors qu'il y avait des blessés parmi ceux qui faisaient la fête. Voilà. Ensuite, il y avait un autre point que j'aimerais aborder, c'est le 2 poids 2 mesures du gouvernement actuel, même des gouvernements anciens qui l'ont précédé. C'est que d'une part, on nous fait des promesses comme quoi on aura des formations qui nous seront accessibles, comme quoi on nous fait plein de promesses, vous l'avez évoqué François, il me semble, plein de promesses de politique sociale tournées vers nous, sauf que d'un côté, on supprime l'assurance chômage, on prépare des politiques d'austérité, on nous intime de plus travailler. Et c'est ça, il y a une grande séparation entre nous, actuellement, les jeunes, et d'un autre côté, à ce qu'on nous prépare. C'est-à-dire que nous, dans 10 ans, on sera peut-être plus vieux. Et donc, on va rentrer dans cette tranche d'âge qui sont la génération des personnes qui sont salariées, qui sont entrées sur le marché du travail. Et donc, c'est un peu le paradoxe. C'est à la fois, on nous tape dessus, on essaie de nous aider. D'un autre côté, si derrière notre avenir, on ne nous le prépare pas, ça ne va pas pouvoir le faire. Il nous faut vraiment une politique sur le long terme. Et ensuite, je veux rebondir aussi sur mon engagement personnel dans le mouvement. C'est-à-dire qu'on a des nouvelles formes de mobilisation qui se sont développées. Et là où je ne rejoins pas souvent le discours qu'on me sert souvent, c'est que oui, bon, les jeunes ont aussi manifesté en mai 68. Nous, quand on était jeunes, c'est souvent le discours de mes parents. Nous aussi, on a vécu des moments de misère, des moments compliqués. Mais nous, on vit vraiment en tournant. C'est-à-dire qu'en plus de tout ça, on a des conditions matérielles, sociales qui sont vraiment dégradées. Mais en plus de ça, on a vraiment la crise climatique, le dérèglement climatique, qui est un enjeu principal,
qui nous concerne tous. Et on a pu le voir, il commence à arriver. Enfin, on a vu les méga-feux en Europe, les inondations, etc. Donc ça nous touche directement. Donc nous, en plus de tout ça, on doit gérer également ça. Et ça fait que beaucoup de jeunes, par exemple, développent des formes d'éco-anxiété. Il y a des études qui sont sorties il n'y a pas longtemps, comme quoi il me semble plus de 60% des jeunes se sentaient éco-anxieux. Donc l'éco-anxiété, c'est-à-dire que on va être stressé par rapport au dérèglement climatique, par rapport à l'effondrement de la biodiversité. Ça va complètement bouleverser, on sait que ça va bouleverser nos modes de vie, du coup on n'en dort plus, on n'en mange plus, ou que sais-je. Et c'est tout ce que je voulais dire. C'était un peu confus, je suis désolé, mais je passe la main. En tout cas, merci à vous. Je vous rassure, c'était absolument pas confus et tout à fait dans la thématique d'aujourd'hui. Alors, on pourrait reprendre un débat entre nous, mais je vous propose, comme on a quelques minutes de retard, qu'on ouvre le débat avec la salle, ce qui permettra aux intervenants de revenir sur certains points éventuellement qui ont pu être abordés. Alors, pour Susanna ou Patricia, qui ne voient peut-être pas le public, on a environ 160 personnes dans le public, dont je dirais peut-être 110 moins de 25 ans et peut-être 90 moins de 20 ans dans ces 110. Voilà, en tout cas... voyez, n'hésitez pas justement à prendre la parole, à ne pas laisser d'une certaine manière Camille, même si pas représentant des jeunes, le seul moins de 25 ans, à s'exprimer. Alors je vais aussi avoir des messages sur Twitter, mais donc allez-y, les lycéens. Alors moi je ne vois pas nécessairement s'il y a des lycéens ou moins lycéens. Bon, allez-y madame. Pour ouvrir. Merci beaucoup, bonjour à tous. Merci pour toutes vos interventions. Pour replacer un petit peu, je suis étudiante en 2e année, donc très concernée par ces questions de la jeunesse et notamment de leur engagement politique. Je voudrais souligner, et je trouvais que c'était intéressant, et ça a été évoqué dans votre discussion, le fait que les étudiants et les lycéens, donc la jeunesse en général, a tendance à développer de nouvelles formes d'engagement qui sont connexes, qui sont un petit peu en marge de l'engagement politique habituel qui serait celui de voter. Et je voudrais rappeler, dans la question de la jeunesse mal aimée de nos sociétés, je ne pense pas que ce soit un désintérêt complet pour la jeunesse, même s'il peut être parfois traduit dans certaines politiques publiques qui vont précariser une certaine frange de la jeunesse. On voit avec ce genre de débat et ce genre d'initiative qu'il y a un intérêt tourné vers la jeunesse, mais on a un problème ensuite de transmettre cet engagement qu'a la jeunesse, cet intérêt qu'on a pour elle, vers le discours politique plus institutionnel. Et je voudrais par exemple rappeler, et c'est une question pour notamment, je vais retrouver son nom, désolée, pas me tromper, le collectif qui a fait l'ouvrage sur la jeunesse mal aimée de nos sociétés, sur pourquoi est-ce qu'on a ce discours, par exemple pendant les élections, de stigmatiser la jeunesse par rapport à sa non-participation, alors qu'on pourrait reposer la question de pourquoi est-ce que cette jeunesse décide de ne pas aller voter et pourtant de s'engager avec différentes initiatives, notamment Youth for Climate. Il y a aussi Youth Now qui fait en ce moment une grande enquête sur la jeunesse pour savoir quels intérêts la concernent. Et moi-même, comme d'autres, j'ai par exemple, avec une amie, fait un podcast sur le rapport des jeunes à la politique et je ne suis pas du tout la seule à m'intéresser à ce genre de sujet. Donc voilà, j'aimerais que n'importe qui aimerait puisse répondre. Merci beaucoup. Peut-être on prend une autre question s'il y en a dans le public. Alors, le temps que vous réfléchissiez, pour éviter que ça chahute d'une certaine manière, peut-être on va redonner la parole à François, à Patricia, et puis Susanna, si elle est toujours en ligne,
Vous voyez, là, on a beaucoup parlé de la France sur... est-ce qu'il y a aussi, d'une certaine manière, à l'international, cette même difficulté de la jeunesse à se faire entendre, ce même tendance à une forme de mépris? On va peut-être commencer par François, et puis Patricia, si elle est toujours en ligne. Moi, je voulais rebondir à l'issue de ce que Patricia a pu dire, mais ce que Camille disait tout à l'heure aussi. Au fond, on est dans un moment où il y a une urgence climatique. Et on pourrait dire que de l'autre côté, il y a aussi une urgence sociale. Au fond, si on réfléchit par exemple aux différentes réformes qui s'enchaînent les unes les autres ou pas sur l'assurance chômage, mais aussi sur les retraites, je trouve qu'il y a parfois, chez un certain nombre de gens parmi les plus jeunes, une espèce de sentiment de fatalité, quoi. Finalement, puisqu'on n'aura pas de retraite, autant, c'est pas grave, on peut accepter de faire un boulot qui cotise pas, puisque de toute façon, en fait, en bout de chaîne, on n'aura pas de retraite. Et je note des raisonnements qui sont parfois similaires sur l'urgence climatique. Au fond, on est sur une planète qui est vouée à disparaître. À quoi ça sert de s'engager, puisque à un moment donné, ça finira par disparaître. Et face à ces deux discours qui sont les mêmes formes de discours de pessimisme, il me semble qu'il est extrêmement important de rappeler et de raconter l'histoire des luttes sociales et de raconter l'histoire des mouvements collectifs qui ont permis de faire avancer les choses. Alors évidemment, quand on a 20 ans aujourd'hui, on a plutôt connu que des luttes perdantes. Il faut rappeler que l'histoire sociale et l'histoire des luttes environnementales, ça a aussi été une histoire de construction de nouveaux droits et d'accès à de nouveaux droits. Et donc face à un discours très pessimiste, il me semble extrêmement important, y compris dans des arènes comme la nôtre, de moduler tout ça en disant bah oui, mais l'histoire n'est pas écrite d'avance et d'autres droits peuvent être conquis pour l'avenir des jeunes et des moins jeunes. Merci. Patricia, vous voulez réagir si vous êtes toujours en ligne? Oui, je suis là. Merci beaucoup pour la question qui a été posée. Effectivement, les jeunes s'engagent beaucoup. Aujourd'hui, quand on regarde un peu les enquêtes quantitatives qui sont faites sur les formes d'engagement des jeunes, elles sont très diverses, très implantées au niveau local. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'elles vont avoir des dimensions à la fois intimes, locales. Ça va s'exprimer par le fait d'acheter du vrac, de boycotter certains produits, de faire attention à ses consommations d'eau, par exemple. Et puis, dans le même temps, parce que les jeunes sont particulièrement agiles, des engagements transnationaux dans des mouvements internationaux comme Youth for Climate ou MeToo. Bon, voilà. Et ça, c'est une richesse tout à fait importante. Nous, avec des collègues, on a travaillé sur la participation des jeunes au niveau local en Europe et on a pu voir que dans les 8 villes qu'on a analysées partout en Europe, il y avait des mobilisations de jeunes sur des dimensions absolument cruciales. Alors, la dimension de l'environnement, on vient d'en parler, mais également la solidarité, l'aide aux exilés, la protection des populations LGBTI, la lutte contre les violences faites aux femmes, etc., etc. Et que dans de nombreux cas, en fait, ces mobilisations de jeunes venaient pallier la faiblesse ou même l'absence de politique publique, notamment sur la question des exilés, par exemple, hein, où les États et les collectivités locales sont bien en deçà des besoins, en fait. Et s'il n'y avait pas les mobilisations de jeunes pour faire tenir les sociétés locales, on serait dans des situations bien pires que celles qu'on a à affronter aujourd'hui. Donc, tout ça pour dire que les mobilisations de jeunes sont extrêmement importantes, mais elles ne sont pas reconnues comme des mobilisations politiques. Et c'est ça qui est terrible, c'est que les représentants des États, alors ce n'est pas le cas qu'en France, hein, c'est comme ça dans tous les pays qu'on a étudiés dans cette recherche, développent une espèce de surdité vis-à-vis des manifestations d'engagement des jeunes et ne les interprètent pas comme telles.
et ont tendance à se focaliser uniquement effectivement sur l'abstention électorale et à oublier tout le reste. Et alors ça vient, pourquoi c'est comme ça? Déjà, ça vient de la composition des décideurs qui sont des personnes généralement plutôt âgées, plutôt pas racisées, enfin bon voilà, avec plutôt des hommes. Bon. Et donc, ils sont très loin des jeunes, de leur forme d'engagement, etc. Donc, ils ont du mal à repérer qu'il s'agit de forme d'engagement. Donc, ça, c'est une première raison. Une deuxième raison, c'est que, vous voyez, c'est quand même bien plus facile de jeter l'opprobre sur une partie de la population qui, en plus, vote pas, donc ça, c'est pas très, très grave, que de remettre en cause le système dans lequel on vit, hein, et le système de vote et de représentation, de démocratie représentative. Donc, je pense que vous avez là des explications finalement de hiatus qui, à mon avis, se creusent entre des jeunes qui se mobilisent fortement dans plein de domaines et de manière extrêmement judicieuse, pertinente, et en répondant à des urgences climatiques et sociales, et des responsables politiques qui refusent ou ne comprennent pas ces formes d'expression. Merci. Susanna, peut-être s'il y avait un éclairage plus international sur ce mépris des jeunes. Je ne sais pas si vous êtes encore en ligne. Oui. Et puis, peut-être en lien, et puis ça reviendra, comme ça je reposerai, je redonnerai le micro à Camille, une forme de question, puisque au BIT, vous avez les organisations syndicales. Est-ce que se préoccupe de cette question à la fois climatique, de la parole des jeunes? J'ai l'impression que ce n'est pas nécessairement le cas en France. Peut-être Camille nous dira cela, mais voilà, à la fois ce mépris des jeunes, est-ce que c'est même au sein des organisations syndicales qu'on le retrouve à l'international? Tout ça en 1 minute ou 2 minutes. Yes, oui, merci. Et comme j'avais promis, professeur Eskenazi, je vais répondre en anglais. Donc, no problem. Merci. Indeed, the realities in France are very much echo, especially in other European countries. What we see is indeed a deterioration in the quality of jobs for young people. Many young people simply cannot afford to be unemployed, so they enter into the gig economy or the platform economy, where there is, as you just said before, the conditions are precarious, and there is no social protection, there is no opportunity to continue learning on the job. Now, sort of turning this into a positive note, I very much welcome the conversation about green jobs. I think this is an important step to look into solutions and opportunities. As I try to emphasize in my presentation, we need to find opportunities to boost and foster the creation of jobs. And the green economy does have that potential to create a niche, sort of serve as a niche for job creation for young people. And jobs in green sectors or services will be around the reducing consumption of energy and raw materials, limiting greenhouse emissions, minimizing waste and pollution, protecting and restoring ecosystems, etc. So all of this is a huge opportunity for the creation of jobs for young people, to bring the skills that young people have, from digital skills, but also other core, soft, more transferable skills into sort of a solution to advance what we see has become a bit of a crisis on youth employment. Merci. Donc, Camille, 2 points en fait. Donc, celui que j'ai commencé à esquisser, c'est que historiquement, donc François parlait des mobilisations sociales, elles ont été depuis près d'1 siècle et demi portées par le monde du travail, par les organisations syndicales. Voilà, quelle est
Aujourd'hui, leur action vis-à-vis de la jeunesse, vis-à-vis des questions climatiques, est-ce qu'il y a des liens? Et il y a une question d'Anne que je vais relier, auquel vous pouvez aussi répondre, qui pose la question, qui revient sur le propos que la jeunesse aurait accepté les contraintes. Et donc Anne demande si c'est pas plutôt qu'elle était tout simplement contrainte de se sacrifier sans que les gouvernants se posent la question de la légitimité de ces contraintes imposées. Donc voilà, Camille, peut-être même ça sera plus ou moins le propos conclusif, puisqu'il est déjà 13h. Je vous demande d'écouter. Concernant les autres luttes, que ce soit syndicales ou plus institutionnelles, on n'a pas forcément, on a des liens avec eux, mais il y a toujours des jeunes qui s'investissent dedans, sauf que je pense que c'est moins massif qu'autrefois. Et nous-mêmes, on a un mouvement et du coup on se reconnaît pas tellement. Je n'aurais pas tellement de choses à dire là-dessus. Par contre, au niveau international, ce qui est très intéressant à voir, c'est qu'il faut essayer de se sortir de notre manière européenne de voir les choses, et que Youth for Climate, c'est international comme mouvement. Il y a beaucoup d'engagements en Inde, il y a beaucoup d'engagements en Afrique, au Nigeria. Là, par exemple, je ne peux pas dévoiler ça maintenant, mais il y a des actions qui se préparent en novembre contre Total, et elles vont être perpétrées partout dans le monde, en Argentine, etc. Donc il faut bien comprendre que notre mouvement climat, aujourd'hui, il ne concerne pas que l'Europe, il ne concerne pas que le monde occidental, mais qu'il se développe partout dans le monde. Donc c'est vraiment un mouvement généralisé, même si malheureusement, ça reste quand même des gens qui ont la capacité culturelle, économique de s'investir. Voilà. Et la question de la contrainte ou pas, oui, évidemment, on est contraint d'agir. Nous, on aurait préféré faire autre chose de notre temps libre que descendre dans la rue, que d'organiser des manifestations, des actions, de se mettre en danger. Parce que faire des actions, on encourt vraiment des peines d'emprisonnement, des peines de prison. J'ai des camarades qui ont été en procès à l'âge de 15 ans. Voilà. Donc c'est pas facile. Et par contre, du coup, face à cette contrainte, il y a certains d'entre nous, dont moi, là je parle à titre personnel, qui avons développé, on l'a aussi évoqué, un rejet total de la politique politicienne, j'ai envie de dire, donc professionnelle, du système politique tel qu'il existe. Et donc l'abstention, c'est pas seulement, on veut qu'on ait des gouvernants qui nous représentent vraiment. Nous ne voulons plus de représentants. C'est-à-dire que nous voulons développer une politique hors politique, en fait, un petit peu. Et c'est pour ça que je pense que maintenant, l'idée de contraindre les gouvernements à agir, ça reste un peu dépassé, et qu'il faut essayer de créer vraiment des alternatives à notre échelle, au niveau local, et voilà, sortir de tout ça et prendre à pleine main le politique, rétablir vraiment une participation politique pleine et entière, et de tous les citoyens et toutes les citoyennes, dont les jeunes font partie. Voilà. Donc, merci Camille. S'il n'y a pas une ultime question, je vous propose qu'on en reste sur finalement cet appel aussi à vous, public. Je tiens à remercier vivement donc les 4 intervenants, l'organisation également parfaite. Vous voyez, c'était pas facile à gérer avec deux intervenantes à distance. Et vous voyez, on est très loin d'avoir épuisé le sujet. Et ça peut-être être le thème des prochains printemps de l'économie. Là, c'est un appel que je fais à l'organisation. Voilà. À la fois le futur, que ce soit vous qui représentez le futur, et la question du climat. Voilà, merci à nouveau. Et, merci.